Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Elsa Cuisinier, la présidente de Columbus Consulting, cabinet français et indépendant de conseil en management qui publie son 8e rapport RSE et s'engage vers le chemin de l'entreprise à mission. Notre débat portera sur le marketing éthique, comment s'engager en profondeur et bannir l'éco-blanchiment. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est Karmaline, une appli anti-addiction qui permet aussi de s'engager auprès des associations. Vous verrez. Voilà pour les titres, 30 minutes pour les développer. C'est tout de suite, c'est Smart Impact. Bonjour Elsa Cuisinier, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de Columbus Consulting. C'est un cabinet de conseil en management. Je disais que vous vous engagez sur ce chemin d'entreprise à mission. Ça veut dire quoi? C'est quoi les grands principes de Columbus Consulting? Alors, d'abord, les grands principes de Columbus Consulting, c'est que nos collaborateurs, ce n'est pas seulement des consultants qui aident les entreprises à se transformer, mais c'est aussi des individus et des citoyens. Alors depuis toujours, depuis notre naissance en 99, on aide les consultants à acquérir des méthodes sur le métier. On les développe personnellement au travers notamment de formations, d'ateliers philosophiques, d'ateliers de rédaction. Et puis on les aide aussi sur leur côté citoyen, c'est-à-dire on leur permet de s'engager dans de l'associatif. D'accord, donc ça c'est un engagement donc on est sur le volet social et sociétal du RSE. C'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise ou c'est un virage que vous avez pris petit à petit? Alors c'est un engagement qui date du démarrage de l'entreprise. Depuis longtemps, on est dans cette mouvance. On a par exemple pour le côté collaborateur été Great Place to Work pendant 8 ans. Et puis, aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de société à mission justement pour crier un peu haut et fort qui nous sommes et quelles sont nos convictions. Oui, avec cette raison d'être, aider les individus, collectifs et écosystèmes à révéler ce qu'ils ont à apporter au monde. Voilà, une belle ambition. On parle de bien-être au travail. On pourrait peut-être dire d'ailleurs plutôt bien-être au télétravail aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Quel défi ça vous oblige à relever, ça? Alors, le défi du télétravail, c'est d'abord de maintenir une cohésion au sein de l'entreprise. Ensuite, chez Columbus, nous avons beaucoup d'instants de convivialité qui, forcément, avec le télétravail, est un petit peu plus compliqué. Ensuite, il ne faut pas oublier que même si on est au télétravail, c'est important de donner du feedback, d'avoir de la reconnaissance pour les collaborateurs. Et on a tendance un petit peu à l'oublier. Et puis, on a fait une dernière étude sociologique avec Marlène Banquet, qui est aussi chercheur au CNRS, qui a révélé que nos collaborateurs, notamment avec la crise de Covid, avaient davantage besoin de sens et surtout davantage de se sentir utiles pour la société. Mais je reviens à la question, est-ce que ça vous a obligé, parce que vous êtes un cabinet de conseil en management, est-ce que ça vous a obligé à revoir votre management lié à ce télétravail? Alors, en tout cas, ça nous a obligés à se remobiliser pour être très explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implicite. C'est important, à distance, de manager en disant « voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que tu attends de moi », et être particulièrement explicite. Et c'est vrai que c'était un vrai travail que nous avons dû faire. Ouais. Quand on est un cabinet de conseil en management, finalement, son levier, c'est celui de ses clients, c'est celui de ceux qu'on conseille, c'est ça? Oui. C'est comme ça que vous le ressentez? Notamment en matière environnementale? Alors, effectivement, notre levier, c'est l'impact qu'on a chez nos clients, parce que de toute façon, Columbus, à 180 personnes, on ne peut pas avoir un impact sur la société immense. Donc, effectivement, nous, on travaille pour avoir de l'impact chez nos clients, en tout cas chez nos missions, qui, eux, comme sont des grands clients, ont une dimension beaucoup plus large de manière sociale et environnementale. Ouais. Mais avec une demande de transition écologique, environnementale de plus en plus forte, ça vous le ressentez? Oui, puis je pense que l'enjeu aujourd'hui des sociétés, c'est vraiment de réconcilier 3 piliers. À la fois le pilier performance économique, mais aussi le pilier environnemental et social, et le pilier bien-être aux collaborateurs. Et c'est pas facile, en fait, de réconcilier le pilier dans l'ensemble de l'organisation. Et donc, c'est en ça où les
nos clients ont besoin d'être accompagnés. Vous avez adhéré depuis 2009 au programme de l'ONU Global Compact. Vous nous rappelez de quoi il s'agit d'abord, peut-être pour commencer? Alors, Global Compact, c'est un accord de l'ONU dans lequel nous, on s'engage en tant qu'entreprise à respecter un certain nombre de critères responsables. D'accord. Et ce chemin vers l'entreprise à mission, ça veut dire quoi? Là, vous en êtes où d'ailleurs? Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit même, nous avons une raison d'être qui est inscrite dans nos statuts. Nous avons fait notre premier comité de mission début juin. Et donc, on s'engage dans cette démarche pour que nous sortirons notre premier rapport de comité de mission en juin 2022. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change d'abord notre façon dont on va accompagner nos clients. On va davantage axer sur des critères RSE. Sur chaque mission, nous allons regarder de quelle façon nous allons pouvoir avoir de l'impact chez nos clients sur ces critères RSE. Donc nous allons diffuser de nouvelles méthodologies. Et puis aussi, c'est important d'être entreprise à mission parce que lorsqu'on en aide des entreprises à devenir responsables, à faire de la transformation responsable, ce serait un peu bizarre si nous-mêmes, on n'était pas exemplaires, si nous-mêmes, on n'avait pas une éthique managériale, si nous-mêmes, on n'était pas sensible aux impacts que nous avons sur la société. Et puis aussi, on a beaucoup de chance parce que dans notre comité de mission, nous avons des personnes très brillantes qui nous accompagnent. Par exemple, Éric Orsena, qui, après avoir quitté le Conseil d'État, s'investit beaucoup dans les entreprises. Il a beaucoup investi aussi dans Greenflex. Nous avons aussi Philippe Zawati, qui est aussi une société à mission, qui est le dirigeant d'un fonds vert qui s'est engagé dans ce cadre-là. Et puis nous avons d'autres partenaires, comme Benoît Gadjos, qui est aussi associé du cabinet non-profit Co, Anne-Lise Coyac, qui est secrétaire générale Emilis, et bien d'autres. Ouais, certains de ces personnages, on les a reçus ici dans Smart Impact. Vous venez de publier votre 8e rapport RSE. Peut-être sur l'aspect environnemental d'abord. Quel bilan vous faites? Alors, sur l'aspect environnemental, comme on est assez petit, donc évidemment nous avons des actions en tant que colombusien sur notre entreprise pour avoir de l'énergie verte, pour être éco-responsable aussi dans nos locaux. Donc ça veut dire quoi? Moins de papier, moins d'encre? Vous faites des efforts de ce côté-là? Tout à fait. Et en matière de transition énergétique, d'abord nous avons de l'impact chez nos clients. Par exemple, on travaille pour un opérateur d'électricité pour savoir de quelle façon, quelle va être sa trajectoire de photovoltaïque. Donc nous avons aussi, par notre expertise dans laquelle nous intervenons dans l'environnement, dans le secteur de l'environnement, nous avons un impact environnemental. Vous participez aussi à la fresque du climat. Pourquoi vous faites ça? C'est pour sensibiliser les collaborateurs? Oui, c'est d'abord pour sensibiliser les collaborateurs. Comme je vous disais, c'est aussi des citoyens. Donc il faut qu'ils comprennent un peu de quoi il en ressort, comment s'opère le dérèglement climatique. Mais ça prend quelle forme? Alors, ce sont des formations que les collaborateurs réalisent. En fait, nous les formons. On restitue à chaque formation une partie financière à la fresque du climat. Et puis après, ces collaborateurs vont ensuite former des partenaires, des clients pour démultiplier et avoir de l'écho. Est-ce qu'il y a, dans cet engagement dont vous parlez, est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs avec lesquels vous ne voulez pas travailler? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, non, il faut les accompagner dans la transition? Alors, ça a été un vrai sujet chez Columbus. On a pris le parti aujourd'hui un peu comme un professeur, c'est-à-dire on ne dénigre pas le mauvais élève parce qu'il est mauvais élève et on ne se focalise pas sur le bon. Donc on a pris le parti d'accompagner aussi des entreprises qui ont encore du chemin à faire. Et puis en tant qu'entreprise citoyenne, c'est aussi de notre devoir de les accompagner vers cette transformation responsable. Vous accompagnez aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment avec un cabinet CEU Co-Conseil que vous avez créé il y a 7 ans, c'est ça? Ça représente quoi? Combien de projets accompagnés, par exemple, depuis une demi-douzaine d'années? Alors aujourd'hui, on a 160 projets d'intérêt général qui ont été accompagnés. C'est un cabinet de conseil aussi qu'on partage avec notre écosystème, qui est ouvert, puisqu'on partage ce cabinet avec Kea, on partage ce cabinet avec Algoe, et aussi avec OnePoint, et plus récemment avec Mawanzi. Donc c'est vraiment un partage de nos connaissances et de nos pratiques
vers les entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est quoi? C'est un engagement aussi, d'une certaine façon? Exactement, c'est un engagement. Merci beaucoup. Merci Elsa Cuisinier. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, notre débat sur le marketing éthique. Le débat de Smart Impact porte sur le marketing éthique. Comment s'engager en profondeur? Comment freiner l'éco-blanchiment? Réponse avec Agnès Rivière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de représente.org et puis avec nous en visioconférence Alex Carmona. Bonjour. Vous êtes responsable marketing éthique et communication digitale chez Solia. C'est une agence de communication digitale. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Et bonjour. La liaison est bonne, c'est parfait. Agnès Rivière, votre métier, c'est d'accompagner les comités sociaux et économiques, les anciens comités d'entreprise, à s'engager dans l'action environnementale. Ça représente quoi? C'est un gros levier, ça, de transition? Alors, c'est un plus gros levier qu'on ne pourrait le penser, parce que ça représente quand même un actif sur deux en France, qui est représenté par un CSE aujourd'hui, Oui. et également 11 milliards d'euros de dépenses annuelles. 11 milliards d'euros de dépenses annuelles, donc ça donne une mesure. Et donc vous faites quoi? Vous aiguillez les entreprises à faire des achats responsables ou à proposer des services responsables à leurs salariés? On n'aiguille pas forcément les entreprises, nous on accompagne vraiment les élus de CSE, les représentants du personnel, qui gèrent leur propre budget, à la fois à s'investir sur le dialogue social, donc comment est-ce qu'ils peuvent eux monter en compétences pour ensuite conseiller la direction, faire office de contre-pouvoir, et à la fois flécher leur propre budget, qui sont des dépenses récréatives de type carte cadeau, voyage ou activités entre collègues. On va commencer par une définition, tiens, Alex Carmona. C'est quoi pour vous un marketing éthique et responsable? Alors, le marketing éthique, ça repose sur plusieurs choses. Personnellement, la définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'était de m'appuyer sur mes valeurs personnelles, donc typiquement le féminisme, le véganisme, etc. Et les 3 piliers du développement durable, donc environnement, sociaux. Et du coup, ça va être de transmettre le bon message à la bonne personne en ayant un impact positif, social et environnemental si possible. Mais là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous le liez à vos valeurs personnelles. Vous ne faites pas une définition qui est une définition générale, finalement. C'est ça. Et c'est un petit peu le souci qu'on a avec l'éthique, c'est qu'en fait, chacun et chacune y va un petit peu de sa définition, parce qu'on n'a pas vraiment des choses qui sont très cadrées à l'heure actuelle. Donc il faudrait le cadrer un peu plus? Le définir, ce marketing éthique? Je pense que oui, ce serait bien. Surtout que ça éviterait en fait d'avoir typiquement ce genre de problème avec les washing, que ce soit du greenwashing, pinkwashing et toutes les couleurs qu'on peut imaginer en washing. Est-ce que les objectifs, je reste avec vous Alex Carmona, les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est pour vous un bon moyen justement de différencier, on va dire, le marketing traditionnel du marketing éthique? Tout à fait. Exactement. Et en fait, on a ces 17 objectifs de développement durable auxquels on se réfère souvent pour voir en fait dans chacune de nos actions à quel point est-ce qu'on peut se rapprocher le plus possible de ces objectifs-là. Mais oui, tout à fait. Alors, vous nous l'avez dit, Agnès Rivière, les CSE, c'est 11 milliards d'euros de dépenses chaque année. Est-ce que, moi j'aimerais qu'on soit un peu concret. Quand vous travaillez avec des élus de CSE, peut-être qu'ils n'ont pas les outils, peut-être qu'ils n'ont pas les informations. C'est ça le point de départ? C'est une sorte de formation ou d'information? C'est absolument ça le point de départ. Alors surtout depuis la réforme des représentations du personnel en 2017, les élus de CSE ont de moins en moins de temps et de plus en plus de prérogatives. Et donc ils se retrouvent avec un budget à gérer, ils n'ont pas le temps de se former. Et puis ce n'est pas des acheteurs de métiers, ils font ça à côté de leur emploi. Donc par exemple, si on leur demande de choisir un voyage éthique, en fait ils n'ont pas le temps d'y penser. Ils n'ont pas le temps de se poser les questions. Donc nous, on essaie de leur donner les outils, soit de faire avec eux, soit au moins de les former pour qu'ils sachent quelles questions se poser, qu'ils puissent flécher cet argent vers des voyages qui soient véritablement éco-responsables. Ça veut dire que parfois, ils ont un impact négatif sans le savoir ou sans s'en rendre compte? Exactement, par manque de temps et par manque d'informations. Alex Carmona, est-ce que pour vous, ce levier des CSE, il est suffisamment important, ou est-ce que finalement il ne faut pas que les entreprises transforment leur modèle? Vous, c'est un peu, voilà, quand vous portez les arguments en faveur d'un marketing éthique, est-ce que c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. En fait,
Après, à mon sens, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles il faut jouer. Effectivement, il y a l'aspect interne de l'entreprise, le CSE, effectivement. Il va y avoir ce que l'entreprise ou toute autre structure projette à l'externe. Donc ça va être la communication et le marketing, parce que ça aussi, c'est un impact énorme derrière sur la réalité des personnes, sur les messages qu'on leur bombarde en fait au quotidien. Et puis, on a effectivement le fonctionnement de base, la mission et ce que produit et comment produit ces produits ou services l'entreprise au quotidien, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que l'action d'un CSE, puis je vous poserai la même question après, Agnès Rivière, peut presque être un peu contradictoire avec l'activité de l'entreprise? Vous voyez ce que je veux dire, Alex Carmona? En fait, c'est tout le souci. C'est comment est-ce qu'on arrive à être aligné à 100% dans chacune de ces actions. Et c'est un problème qui est transverse en fait à toute l'entreprise, à toute la structure. Et il faut vraiment penser à tout de A à Z pour que tout soit vraiment bien aligné. Le CSE, c'est un point d'entrée aussi? Ça peut être ça? Alors nous, on travaille qu'avec les CSE. Oui, mais est-ce qu'ensuite l'action d'un CSE, vous avez compris la question, l'action d'un CSE, elle peut ensuite essaimer d'une certaine façon, diffuser dans justement les choix stratégiques de l'entreprise? C'est exactement l'intérêt du CSE, c'est qu'en fait c'est vraiment il a vraiment un rôle culturel, à la fois d'un point de vue individuel, parce qu'il peut accompagner les collaborateurs jusque dans le quotidien, avec une voix qui est d'égal à égal, la voix du collègue au collègue. Et c'est également un contre-pouvoir dans l'entreprise. Et nous, on travaille avec parfois des CSE où il n'y a pas de politique RSE. Et donc, ils vont vraiment prendre ce rôle de tirer la sonnette d'alarme, de poser des questions, jusqu'à ce que la direction choisisse de bouger. Donc, en effet, c'est un levier. Alex Carmona, est-ce que ça vous arrive de refuser des clients parce qu'ils ne correspondent pas à vos valeurs? Tout à fait. Et c'est la première porte d'entrée, en fait, ça va être de vérifier que cette structure correspond à mes valeurs. Je donne souvent l'exemple d'une personne qui travaillait dans l'exploitation animale, donc qui tuait des agneaux, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et du coup, j'avais refusé cette personne. Mais c'est aussi, je suis consciente que c'est un luxe que, vu que je travaille en tant que freelance dans cette agence, tout le monde ne peut pas se permettre non plus de faire ça. Donc c'est aussi un petit conflit interne à résoudre. Oui, parce qu'on peut élargir. Bon, là, c'est vos valeurs personnelles. Vous êtes vegan, vous l'avez dit en début d'interview, donc vous ne souhaitez pas aider un éleveur à faire du marketing. Mais si on élargit à la question des secteurs les plus polluants, ceux qui ont un impact sur notre santé ou sur la santé de la planète, est-ce qu'il faut les abandonner sur le bord du chemin, Alex Carmona? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, essayer de les accompagner? Je pense que oui. Après, très personnellement, en tant que professionnelle de la com et du marketing, je ne vais pas pouvoir les accompagner. Typiquement, tout ce qui est pharmacie ou médicaments, agriculture, fast fashion, je n'ai pas du tout toutes ces connaissances techniques et scientifiques pour les aider à réduire leur impact environnemental et social. Donc, j'essaye de me focus ce sur quoi j'ai du pouvoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire la communication et le marketing. Mais derrière, je ne peux pas faire ça toute seule parce que je peux très bien travailler à leur faire un marketing qui soit très responsable, très éthique, très naturel, durable, etc. Tant que derrière, l'entreprise va continuer à produire des services qui ne sont pas du tout en lien avec ses valeurs, on sera totalement dans le washing en fait. Donc il faut quand même avoir un travail de fond et ça, c'est quand même à la structure de base de faire ce travail-là. Le greenwashing, vous y êtes encore confronté, Alex Carmona? Oui. Alors pas personnellement parce que du coup justement je fais ce tri dans ma clientèle, donc c'est à moi de les sensibiliser, que ce soit sur le greenwashing ou sur d'autres choses où, voilà, et certaines personnes ne sont pas forcément au courant, donc il y a ce besoin de prévention. Mais par contre, quotidiennement, on peut le voir un peu partout. Agnès Rivière, on va terminer là-dessus. Est-ce que ce greenwashing ou tous les washing, on parle de social washing, etc., est-ce qu'ils ne deviennent pas de plus en plus risqués, notamment avec le contrôle des consommateurs, le contrôle des associations? Alors, nous, notre expertise, c'est vraiment le greenwashing. Et on trouve qu'à l'inverse, on n'a jamais autant parlé d'écologie, les marques n'ont jamais autant parlé d'écologie, et pourtant les actions, face à l'urgence climatique notamment, ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc on préfère plutôt, et c'est très intéressant qu'elle parlait d'expertise en fonction des secteurs. La difficulté avec le greenwashing, c'est qu'il faut vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu du secteur et du coup c'est quoi les actions qui sont pertinentes pour y répondre. Et si une entreprise met en valeur d'autres actions qui ne sont pas faites, celles qui sont pertinentes dans son secteur, c'est là qu'on peut parler de greenwashing. Donc toute la difficulté, elle est là.
je pense que le greenwashing n'est pas risqué pour l'entreprise. En revanche, il est risqué pour la société parce que ça brouille les messages et que même les consommateurs eux-mêmes ne sont plus en mesure de faire des choix cohérents en fonction. Oui, mais il y a quand de même un leurs retour de propres bâton valeurs. pour l'entreprise si le greenwashing est découvert et révélé. Le problème, c'est qu'il y a tellement de messages contradictoires. Nous, on le voit parce qu'on consulte les salariés dans l'entreprise, on leur pose la question. Et ça ressort toujours le greenwashing comme « moi, je ne fais rien, souvent », ou « je ne sais pas quoi faire », parce qu'il y a tellement de messages contradictoires que je ne sais plus qui croire. En fait, ça crée une défiance qui, je pense, est néfaste pour tout le monde. C'est un retour de bâton pour l'entreprise, mais pour les bonnes comme pour les mauvaises. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Guillaume Payette qui est avec nous en visioconférence, le fondateur de Karmaline. Bonjour, c'est une entreprise que vous avez créée en 2019. C'est quoi Karmaline ? Alors Karmaline, c'est la première application qui permet d'améliorer son karma. L'idée en fait, c'est de tenir une résolution tout en faisant des dons à des associations. Et finalement, ça donne du sens à sa résolution. Et on donne de la valeur à sa résolution en faisant un don donc, à l'association. Quand vous parlez de résolution, c'est notamment de lutter contre un certain nombre d'addictions, c'est ça ? Exactement. Il y a une grosse partie qui a été élaborée de façon à pouvoir lutter efficacement contre les addictions qu'on peut avoir et qui sont naissantes notamment. Quelles addictions ? Alors on a les addictions, on a des résolutions de détox, on a donc la cigarette, l'alcool, le sucre, mais également les jeux vidéo et le smartphone qui commence à être une sacrée addiction aussi. Comment vous l'avez conçue cette application ? Vous êtes allé chercher le regard, l'expertise de médecins, de scientifiques, de psychologues ? Expliquez-nous. Alors effectivement, ça fait depuis donc 2019 que j'entre en contact au fur et à mesure avec des addictologues, des psychologues. Alors j'en ai rencontré quelques-uns, c'est pas encore élaboré de façon systématique et professionnelle, mais on a eu leur regard et notre objectif effectivement, c'est dès le lancement de l'application de se tourner de plus en plus vers des professionnels en psychologie, en lutte contre les addictions, en développement personnel, en coaching, pour aller plus loin dans ça. Donc on serait vraiment heureux de bosser avec des gens qui ont cette expertise-là pour ne pas rester tout seul aussi à développer ce projet. C'est un projet commun qu'on veut faire avec tous les experts concernés. Oui, alors on peut donc aider des associations en s'engageant dans un programme de lutte contre telle ou telle addiction. Comment ça marche exactement ? Expliquez-nous. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Est-ce que vous voyez bien l'application comme ça ? Oh là, je ne suis pas sûr que ça marchera comme ça. Expliquez-le nous. L'image, elle est saccadée, ce n'est pas une bonne idée ça. Mais expliquez-nous comment ça marche. Très bien. Alors, l'idée, dès qu'on arrive sur l'application, c'est de définir une résolution qu'on va faire. On va dire j'arrête de fumer pendant 30 jours. Et à ce moment-là, je définis un don que je vais faire à l'association. Comme ça, en fait, ce don va m'engager à tenir ma résolution. Ensuite, je peux ajouter des amis sur ma ligne, jusqu'à 50 personnes pour la partager, pour qu'on se motive ensemble. Et enfin, ça va créer une ligne, en fait. C'est pour ça que Karmaline, la ligne du karma, on tient sa ligne. Et on va pouvoir laisser des messages à nos amis. Mais pour voir ces messages, il faut que je tienne ma résolution jusqu'au bout. Donc c'est motivant. En fait, la philosophie, c'est d'apporter du sens à sa résolution, ne pas progresser tout seul de son côté. Hein. C'est du développement personnel, mais aussi du développement commun. Et aussi, de l'autre côté, c'est que ça rend le don un petit peu plus ludique. C'est une nouvelle façon de donner, en sachant qu'il n'existe que très peu d'applications pour donner aux associations sur les stores en ce moment. Donc voilà, ça donne du sens à sa résolution et à son don. Mais c'est quoi votre modèle économique ? Alors, le modèle économique, c'est de prendre 15% sur les dons. Alors voilà, ça a été vraiment étudié pendant un an au moins, plein de questions avec les assos. 15% sur les dons, mais en échange, pas de publicité et l'application est gratuite au téléchargement. Comment vous choisissez justement vos associations partenaires ? Alors, les associations partenaires, ce ne sont que des associations qui sont reconnues d'intérêt général. Voilà, on ne prend pas aussi d'associations qui sont affiliées religieusement, malheureusement. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi défiscaliser ces dons. Voilà, ça c'est toujours possible dans Karmaline.
Vous pouvez en citer quelques-unes pour qu'on sache qui on pourrait aider en utilisant Karmaline? Bien sûr, alors on a tout d'abord Surfrider, chez qui j'ai fait un service civique il y a quelques années, qui nous ont suivis. Donc Surfrider, Sourire à la vie. On a aussi Tirelire d'avenir, qui est une asso parisienne très sympa. Fondation Eugénie, qui est une asso à Marseille qui s'occupe des personnes âgées. On a encore 5 autres associations. On en a une dizaine pour le moment. Et on attend encore des associations pour le lancement. Vous vous adressez aussi aux influenceurs, j'ai lu ça sur votre site. Pourquoi? Alors, les influenceurs, c'est eux, c'est eux qui ont du pouvoir en ce moment pour changer les choses. Donc là, on a préparé une campagne aussi qui permettra aux influenceurs d'aider les associations en partageant un hashtag sur Instagram. L'idée, en fait, c'est de collaborer avec eux pour qu'eux-mêmes invitent des gens dans la ligne, donc dans Karmaline, pour tenir des résolutions ensemble et faire prendre conscience de nos addictions et d'une nouvelle façon de se développer personnellement tout en pensant aux autres. Merci beaucoup, merci Guillaume Payette. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci. Je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur les box et sur bismart.fr à l'heure qu'il vous souhaite. Ciao.